16h30, bienvenue dans l'après-info. À la une de l'actualité, cet après-midi, c'est 10 départements placés en vigilance au feu de forêt. Aujourd'hui, parmi eux, 9 sont en vigilance orange et 1 en rouge. Il s'agit de l'Aude. La force de la tramontane complique la donne. Nous y retrouverons Marie Roux auprès de ceux qui veillent à éviter tout départ de feu. 3 départs de feu dans la même commune. Que s'est-il passé cette nuit à Mostuet-Jouls, dans l'Aveyron? 65 personnes ont été évacuées d'un hôtel en feu. Des véhicules ont été calcinés. Dans cette enquête qui démarre, la piste d'un acte malveillant et privilégié. Reportage à suivre. La paix en Ukraine est-elle dans les mains de Steve Witkoff? L'émissaire américain de Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine demain ou jeudi. Et pour lui, ancien magnat de l'immobilier, plutôt qu'un porte-parole ou un chef de la diplomatie, réponse à ces questions dans ce journal. Mais tout d'abord, cette nouvelle alerte aux incendies. 10 départements qui sont en vigilance feu de forêt ce mardi. Il s'agit de plusieurs départements du pourtour méditerranéen. On surveille notamment la situation dans l'Aude, où on vous retrouve Marie Roux. Vous êtes notre envoyée spéciale à Villesque-des-Corbières. Et la prudence est toujours de mise dans le département qui est placé sous vigilance donc rouge et avec beaucoup de vent. Oui, effectivement, pour vous situer exactement où on est sur un point de pré-positionnement pour les pompiers. Ils se tiennent prêts à intervenir le plus rapidement possible au moindre départ de feu dans cette zone, dans ce secteur assez sensible en raison notamment des conditions météorologiques, puisque le temps est chaud et sec, il fait 35 degrés et puis il y a ce vent fort avec des rafales attendues jusqu'à 60 km/h. Alors forcément, ici, on se tient prêt. On est avec le lieutenant-colonel Terré. Quel est votre rôle aujourd'hui ici? Alors moi je suis en charge de la colonne Ouest Centre-Val de Loire qui est constituée par 3 groupes d'incendie feux de forêt, comme vous en avez un derrière nous. Ces 3 groupes sont répartis sur le territoire en complément de l'ensemble des moyens du 10-11. Oui, parce que beaucoup de pompiers sont venus de toute la France pour prêter main forte. Vous êtes ici dans un des points qui pourraient être sensibles au moindre départ de feu? Tout à fait. Les niveaux de risque ont été calculés, donc tous les points classés à risque très sévère ont été classifiés et le SDIS-11 s'est chargé de positionner l'ensemble des secours qui sont à leur disposition sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous craignez le plus aujourd'hui? C'est la chaleur, c'est le vent? Alors il y a 3 conditions importantes à prendre en compte, 3 caractéristiques importantes qui sont prises en compte pour calculer le risque sévère. C'est d'une part le pourcentage d'humidité de l'air, d'autre part la température et enfin la vitesse du vent. Et donc il existe une règle qui est appelée la règle des 3,30. Donc au-dessus de 30 degrés, avec une vitesse de vent de plus de 30 km/h et une humidité de moins de 30%, on considère qu'effectivement le risque est classé à risque. Vous allez rester ici jusqu'à quand ? Alors nous, on prévoit de rester sur cette position jusqu'à au moins 20 heures, puisque ensuite la température va baisser. On espère que le vent va diminuer. Et donc à partir de 20 heures, on espère pouvoir aller se restaurer. Et du coup, si effectivement les conditions ne nous permettent pas encore, aux alentours de 21h, 22h, nous pensons que cette fois, nous pourrons regagner notre point de base. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Terré, pour toutes ces informations. Au total, ce sont 270 pompiers et 70 engins qui sont mobilisés dans l'ensemble du département. Merci beaucoup Marie Roux avec Margot Sève dans l'Aude. Après un début d'été marqué par de fortes chaleurs, les 2 tiers des sols français sont touchés par la sécheresse avec 32 départements en situation de crise. Et dans certains de ces départements, des restrictions sont mises en place pour économiser au maximum les réserves d'eau. Illustration en Charente-Maritime, en Haute-Garonne également, avec ce reportage signé Carla Plon, Chloé Berthaud, Maxime Meunier et Hugo Smag. Sous les pas d'olivier, un crissement sec, comme du papier que l'on froisse. Le son caractéristique de ces feuilles de maïs desséchées, brunies sur les bords, signe d'un manque d'eau. Depuis quelques jours, ce céréalier doit couper l'irrigation entre 13h et 20h, une obligation imposée par arrêté préfectoral pour préserver les ressources en eau. Sa récolte en subit déjà les premières conséquences. Il suffit de regarder ces 2 épis de maïs, un épi de maïs où l'arrosage, l'irrigation n'a pas été suffisante, et ça, un épi où nous avons approvisionné la plante. À quelques kilomètres, Stéphane, maraîcher, doit lui aussi composer avec les restrictions. Ces tomates ont besoin d'eau toutes les 2 heures en cas de forte chaleur, sans quoi elles pourrissent.
Donc c'est ce qu'on appelle le cul noir, c'est une nécrose, hein. C'est une pourriture. Voilà. Alors, sur la tomate, c'est principalement à peu près 20% de perte. Soit 37 000 € de chiffre d'affaires en moins. Alors, pour éviter que le peu d'eau qu'il utilise ne s'évapore, Stéphane a investi dans un système particulier. C'est une bâche biodégradable hein, en amidon de maïs, vous voyez, c'est de l'amidon de maïs. Au bout de 6 mois, il y en a peu, elle va se désintégrer intégralement. Et effectivement, d'avoir une bâche va faire qu'il n'y a pas d'évaporation et on garde vraiment un contexte humide tout le temps. Dans le Loiret, les pertes de rendement agricole liées à la sécheresse atteindront en moyenne les 30% par exploitation d'ici la fin de l'été. On en parle avec notre invité Maud Lelièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit de l'environnement, auteur du livre « Faire face à la canicule, adapter les villes aux enjeux climatiques ». On a vu cette situation dans le Loiret. Il y a 32 départements aujourd'hui qui sont en situation dite de crise. Quel est l'état des nappes phréatiques à l'heure où on se parle ? Il est mauvais. Aujourd'hui, on n'a jamais connu d'été aussi chaud. Même l'année 2025, qui est une année de crise, si on fait référence à la crise de 2022, est supérieure aujourd'hui. Donc, on a eu 5 mois sans précipitation avec un déficit de pluie. Donc, on est dans une situation difficile cet été. Faire face à la canicule, adapter les villes aux enjeux climatiques, c'est donc le titre de votre livre. C'est un vaste sujet. Comment on fait pour adapter les villes à ces sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, notamment ? On anticipe, c'est vraiment le maître mot et l'anticipation. D'ailleurs, que ce soit dans l'agriculture, sur les cartographies, sur la préservation de la ressource en eau pour les questions de nappes phréatiques ou d'accès à l'eau potable. Dans les villes, ça veut dire 3 choses. 1, débitumer, faire en sorte qu'on ait de la climatisation naturelle avec des arbres, moins de goudron, plus d'espaces verts. 2, des villes plus respirantes avec des corridors d'air qu'on restitue. Un peu imaginez comme si on avait une armoire devant une fenêtre, on ne pourrait pas aérer. C'est la même chose dans les villes à grande échelle. Et puis 3, on met en place des plans de sauvegarde de la population, pas simplement quelques heures, pas simplement quand il va dépasser les 40 degrés, mais dans la durée, pour se dire que peut-être on va devoir passer plusieurs jours en dehors de chez soi, avec ses animaux, avec des personnes âgées, avec des enfants en bas âge. Donc il faut des lieux adaptés pour toute la population. On a vu le cas de cet agriculteur. Beaucoup sont touchés par ces sécheresses à répétition, de plus en plus fréquentes toutes les années. Est-ce qu'il va falloir aussi revoir ce qu'on plante en France, notamment ? Ça fait partie des solutions, en tout cas aider les agriculteurs à pouvoir transformer leur agriculture, avoir des systèmes d'irrigation, avoir peut-être aussi des productions agricoles qui sont moins consommatrices d'eau, qui ont une empreinte en eau plus faible, pour faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de surarroser avec des nappes phréatiques déjà vides. Et tout ça, ça a un coût quand même. Est-ce que la France a les moyens de ce défi colossal ? J'allais dire que ça aura un coût encore plus important si on n'adapte pas maintenant, parce qu'il va falloir de toute façon importer de l'alimentation. Si on n'a plus d'alimentation adaptée, il va falloir climatiser à outrance en créant encore plus de chaleur. Donc ce qu'on n'investit pas aujourd'hui, ce sera des investissements qu'il faudra faire demain et de façon plus conséquente, parce que la chaleur, ça a des conséquences sur l'économie, sur la santé, sur la biodiversité, les espaces naturels et puis sur l'habitabilité des villes. Merci beaucoup, Maud Lelièvre, docteur en droit de l'environnement, de nous avoir apporté vos explications cet après-midi. L'actualité judiciaire, à présent, nous amène dans la Somme, où les questions restent nombreuses dans la commune de Pont-de-Metz, au lendemain de cette découverte, celle d'un corps d'un homme âgé de 32 ans, frappé par plusieurs coups de couteau et éviscéré. Et une personne d'une vingtaine d'années a été placée en garde à vue pour assassinat ce matin. On fait le point avec Angie Loata, Willem Gay et Emeline Darcourt. Le parc du Pré du Moulin à Pont-de-Metz est quasiment déserté ce mardi après la découverte d'un cadavre hier. Daniel est quand même venu promener son chien qui a ses habitudes ici, mais il n'est pas tranquille. C'est choquant quoi, de savoir que quelqu'un a retrouvé comme ça une personne tuée, ça fait bizarre quoi. Parfois c'est vrai que je croise des gens pas très nets quoi. Le corps, trouvé lundi au petit matin, portait des plaies à l'arme blanche, dont plusieurs à la gorge, et une longue entaille à l'abdomen laissait ses viscères apparentes. Des mutilations qui ajoutent encore de l'inquiétude parmi les habitants. Il a souffert quand même. Hein. Parce que franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Moi, j'attends les réponses de la gendarmerie, sur la télévision, tout, pour savoir vraiment la vérité. Comme ça, on est sûr de se protéger, déjà et puis les personnes âgées, parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes âgées. Selon le maire interrogé hier, le corps a été trouvé à proximité des jeux d'enfants. Il indique que rien ne laissait présager ce type de drame sur sa commune. Il n'y avait pas eu
d'indices qui pouvaient penser que hier il y ait pu y avoir des problèmes ou quoi que ce soit et que ce soit mal terminé. Juste alors, il n'y avait jamais eu de problème de ce type rencontré dans ce parc. La victime a été identifiée, un habitant d'Amiens, la ville voisine. Il était âgé de 32 ans. Son casier judiciaire comporte exclusivement des délits routiers. Ce matin, un homme âgé d'une vingtaine d'années a été placé en garde à vue pour assassinat. Cette interpellation et cette garde à vue, elles interviennent à moins de 24 heures après la découverte de ce corps. Boris Karlamov, notre journaliste police-justice BFM TV, est avec nous. Il y a donc une autopsie qui a été ordonnée, qui a commencé ce matin. Comment avance cette enquête qui est menée, on le rappelle, par la police judiciaire? Absolument, cette autopsie, elle devait être réalisée ce matin aux alentours de 9h pour tenter d'identifier les causes dans un premier temps de la mort de la victime, déterminer également si certains coups de couteau ont été portés ante-mortem ou post-mortem. Et puis il y a cette garde à vue donc, qui intervient plus de 24 heures après la macabre découverte. Il s'agit d'un homme âgé d'une vingtaine d'années. Une enquête qui ne fait que débuter. On ignore surtout aujourd'hui comment ces enquêteurs ils ont réussi à remonter la trace de cet homme. Est-ce que c'est grâce à la vidéoprotection? On va rappeler que l'entrée du bois est équipée d'un système de vidéosurveillance. Certaines rues de cette commune qui compte un peu plus de 2000 habitants à côté d'Amiens est également concernée par la vidéosurveillance. Est-ce grâce à d'éventuels indices retrouvés sur la scène de crime ou encore au bornage téléphonique? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le parquet d'Amiens ne souhaite pas faire de commentaires en l'état. Cette garde à vue, elle peut durer au maximum jusqu'à 48 heures, soit jusqu'à demain soir, si les enquêteurs ont des éléments qui permettent de confronter cet individu à cet acte qui a été commis il y a quelques heures ou du moins quelques jours. Merci beaucoup, Boris. On suivra évidemment les développements de cette affaire. La nuit a été agitée dans un hôtel de l'Aveyron. Une soixantaine de personnes a été évacuée après un incendie. Une enquête a été ouverte pour déterminer son origine, mais la piste d'un acte malveillant est pour le moment privilégiée. Au moins 3 départs de feu ont été constatés selon la sous-préfète. Le point avec Pierre-Louis Bousset et Manon Bonteil. Les flammes ont ravagé la façade du bâtiment jusqu'à atteindre la toiture. Il est 3 heures du matin lorsqu'un incendie se déclare sur les 3 parkings aux abords de cet hôtel de l'Aveyron. À partir de ces 3 points, on a 18 véhicules qui ont pris feu. Une partie de ces véhicules était stationnée le long de l'hôtel. Et c'est de ces véhicules que l'incendie s'est propagé au 4e étage de l'hôtel, détruisant complètement 5 des chambres de l'hôtel. Plus d'une soixantaine de vacanciers présents sont alors évacués en toute vitesse. Aucun d'entre eux n'a été blessé. On est sorti de la chambre et là en sortant on a vu les flammes qui étaient au niveau du premier étage où nous étions. Tous les gens tapaient aux portes pour réveiller les gens, ceux qui n'étaient pas sortis de leur chambre et leur dire de se dépêcher. On a tous été vers la piscine et là on a commencé à entendre des explosions. C'est en fait on a compris que c'est les voitures qui explosaient les unes après les autres. Le feu est finalement maîtrisé grâce à l'intervention de plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers. Les clients de l'hôtel ont été relogés et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. L'actualité politique et le lancement de FB Direct, la chaîne YouTube du Premier ministre François Bayrou. Ça doit démarrer en théorie à 17h aujourd'hui. Le Premier ministre veut expliquer aux Français comment il va économiser 44 milliards d'euros. Edgar Becquet, journaliste politique de BFM TV, est avec nous sur ce plateau. Parler de budget sur les réseaux sociaux, c'est quand même un exercice de communication un peu risqué. Oui, et l'objectif est clair, c'est de s'adresser directement aux Français. Donc ce soir, sur YouTube, à partir de 17h, vous allez avoir le choix. Thibaut InShape, Squeezie ou la première vidéo de François Bayrou. Une première vidéo qui sera consacrée au cadre général et à la nécessité de désendetter le pays et qui devrait durer une dizaine de minutes. On aura ensuite le droit à plusieurs vidéos par semaine et ce, jusqu'aux discussions parlementaires sur le budget à l'automne prochain, donc bien au-delà des vacances d'été. François Bayrou qui disait à nos confrères du Parisien ce matin qui ont sorti l'info, je cite, « Je ressens le besoin de parler en direct avec les Français pour que chacun d'entre eux se forge une opinion. » L'objectif, c'est de rappeler à la fois la situation budgétaire, mais aussi d'expliquer les solutions envisagées. Pédagogie, 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 martèle un conseiller de l'exécutif. Donc évidemment, tout l'après-midi, on a scruté, on a surveillé les réseaux sociaux, YouTube. Alors pour l'instant, la chaîne YouTube n'existe pas. On attend le lancement de ce podcast. Pour tout vous dire, la première chaîne YouTube qui s'affiche quand on tape Bayrou sur YouTube, c'est Bayrou Relaxation.
Autre ambiance. En attendant, dans encore un quart d'heure, peut-être que la chaîne va se créer rapidement. On en parle avec notre invitée, Émilie Zapalski. Bonjour. Vous êtes communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. On le disait, il y a à la fois donc, le fond et la forme dans cet exercice dans lequel se lance le Premier ministre. Est-ce que c'est une bonne idée ? Au niveau du format, c'est toujours intéressant d'avoir cette interactivité, ces formats qui sont attendus, qui sont assez actuels. J'ai un petit doute parce que c'est pas forcément le style de François Bayrou. Il a un rythme, un débit un peu lent, il cherche parfois ses notes, mais c'est assez courageux ou risqué, en tout cas, de se mettre sur ces réseaux. Après, sur le fond, on a l'impression qu'il veut prendre à témoin les Français de la dette et des mesures qu'on doit prendre dans le cadre du budget, parce qu'on sait qu'il est un peu en sursis, François Bayrou. Il va y avoir un débat parlementaire très compliqué à la rentrée. Donc c'est comme s'il voulait se mettre les Français dans la poche. Et là, moi, je dis qu'il y a un petit peu un risque, parce qu'au-delà de ce podcast, il y a cette envie de laisser les Français poser des questions ou se positionner. Et s'il ne tient pas compte de leurs propositions, c'est là où ça va être plus compliqué. On a eu déjà des objets comme les conventions citoyennes qu'avait lancé Emmanuel Macron, notamment sur le climat, qui ont été très déceptifs, des objets comme ça, parce qu'en fin de compte, on mobilisait les Français, mais à la fin, on leur disait « c'est moi qui décide, c'est Jupiter, c'est au-dessus que c'est décidé ». Donc il faut faire très attention à ces objets-là. Toucher les Français et peut-être aussi toucher un peu plus la jeunesse via ce format. Est-ce que c'est l'un des objectifs derrière que cherche François Bayrou ? Oui, alors il y a quand même la question de la période estivale, du sujet. Je ne sais pas si en période estivale, on peut véritablement toucher les jeunes, mais oui, par ces réseaux sociaux, c'est beaucoup plus la cible attendue. C'est par ce type de médias que les jeunes font de la politique, discutent politique. Donc c'est bien que les responsables politiques s'y mettent, mais attention à ne pas jouer, encore une fois, avec ça. Là, on est en pleine période estivale. Il n'y a aucune thématique un peu positive, un peu de perspective ou d'ambition dans ce que propose François Bayrou. Et surtout, il y a quand même une majorité de Français qui sont opposés à ce qu'il a proposé dans le cadre du budget tel qu'il a avancé pour le moment. Donc ça paraît quand même difficile à la fois de toucher les jeunes et à la fois de pouvoir convaincre sur ce qui va arriver au Parlement à la rentrée. C'est intéressant comme procédure. Moi, j'ai quand même un doute. Donc, sur la période estivale, j'ai un doute sur le style Bayrou qui puisse être retranscrit dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, c'est intéressant d'essayer d'aller à la rencontre des Français sur ces sujets si difficiles et si lourds en cette période estivale. On devrait voir donc dans quelques minutes à quoi cela va ressembler. Mais en effet, peut-être qu'aussi cette période sur laquelle vous vous interrogez, elle est mise à profit parce qu'on attend encore que... on a perdu le contact avec Émilie Zapalski. Alors on va revenir avec vous, Edgar Becquet, parce qu'il y a aussi cette initiative qui... On se dit que c'était peut-être un peu novateur, mais pas du tout. Il y a plus de 70 ans, quelqu'un d'autre l'avait déjà fait sous la 4e République. Oui, exactement. François Bayrou s'inspire de son modèle Pierre Mendès France, chef du gouvernement sous la 4e République. Alors, Pierre Mendès France n'avait pas lancé sa chaîne YouTube, mais il avait lancé ce que l'on appelait plutôt les causeries radiophoniques. L'idée pour lui était de parler de l'action de son gouvernement aux Français. Et vous allez peut-être découvrir, vous le voyez à l'antenne, cet extrait qui date du 7 août 1954. Difficile de croire à une coïncidence. Regardez ce qui est écrit. Première semaine d'août, pour beaucoup, vous êtes en vacances. Vous ne m'en voudrez pas d'interrompre cette période pour parler de problèmes sérieux qui nous intéressent tous. L'ancien président du Conseil des ministres venait de présenter à l'époque son projet économique devant le Parlement. La ressemblance est troublante. On a retrouvé la liaison, on a rétabli la liaison avec Émilie Zapalski. Si je résume un petit peu ce que vous nous disiez, c'est que c'est un pari risqué en plein été. Est-ce que malgré tout, François Bayrou peut regagner un peu de popularité avec ça ? J'ai l'impression que c'est difficile. Il atteint quand même, en termes de cote de popularité, tout comme Macron, des niveaux assez faibles. Moi, j'ai l'impression surtout qu'il veut occuper le terrain. Il veut aller jusqu'au bout de la démarche d'essayer de convaincre qu'on peut faire passer ce budget comme si la censure arrivait, il puisse dire j'ai tout essayé. Il a dramatisé, c'est une façon aussi de dramatiser un petit peu ce sujet, de prendre la parole comme ça pendant l'été, pour essayer de dire je suis allé jusqu'au bout de la démarche et si je suis renversé, j'aurais fait ce que j'ai pu et au moins j'aurais mis en avant la question de la dette. Avant lui, Michel Barnier avait déjà un petit peu fait cette prise de conscience de l'importance de la dette. On va voir si Bayrou, avec cet outil-là de podcast, peut encore avancer ses billes. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu perdu d'avance
il est un peu en sursis, il utilise cette période de latence qu'est l'été, mais je pense que ça va être très compliqué quand même à la rentrée. On sent aussi un petit peu des envies de mouvements sociaux par-ci par-là, donc ça risque quand même de ne pas suffire pour convaincre les citoyennes de ces mesures très très lourdes qu'il impose à la France. Merci Émilie Zapalski, merci Edgar Becquet également de nous avoir accordé votre temps. Nous sommes à J-1 ou peut-être J-2 avant la visite annoncée de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff en Russie. Objectif, concrétiser l'avancée de la paix en Ukraine pour laquelle Donald Trump a fixé vendredi comme date limite à Vladimir Poutine. Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à Washington et ce n'est pas la première fois que Steve Witkoff est envoyé en Russie pour négocier. Alors pourquoi cette fois-ci serait la bonne ? Écoutez, rien n'indique que cette visite va vraiment permettre de faire bouger les lignes. Vous l'avez dit, Steve Witkoff s'est déjà rendu à plusieurs reprises en Russie. Des déplacements qui n'ont jamais rien donné. Ces rencontres avec Poutine ont surtout servi au chef du Kremlin à gagner du temps. Witkoff, qui n'a aucune expérience diplomatique, à chaque fois s'est plutôt fait balader par les Russes. Witkoff, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier. C'est un très proche de Donald Trump. Et lors de ses précédents déplacements, il semblait très mal préparé. On a appris notamment qu'il avait fait le déplacement à Moscou sans interprète. Ce sont les traducteurs du Kremlin qui ont fait la traduction pendant les réunions avec Poutine, ce qui donne une impression de grand amateurisme. Par le passé, on a vu également que l'émissaire de Trump était très complaisant vis-à-vis de Poutine et des objectifs de guerre du président russe, notamment en ce qui concerne la Crimée ou les régions annexées à l'est de l'Ukraine. Sa mission, en tout cas à Moscou, ce sera de sonder Vladimir Poutine pour voir si le maître du Kremlin est prêt à conclure un deal et à arrêter les combats. Trump, en tout cas, insiste sur le fait que ce sont les Russes qui ont sollicité cette entrevue et qui ont demandé à parler à Steve Witkoff. Merci beaucoup Antoine Lard pour ces précisions depuis Washington. Sur ce plateau, Ulrich Bouna est avec nous. Rebonjour. Merci d'être là. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe. Pourquoi envoyer Steve Witkoff pour négocier? C'est pas vraiment le représentant de la diplomatie américaine? Non, effectivement, ça aurait plutôt dû être Marco Rubio. Mais le fait est que Donald Trump semble-t-il privilégie sur certaines crises, comme ce soit au Moyen-Orient ou sur la Russie, pas forcément la compétence, mais plutôt la confiance qu'il a envers ses émissaires. Et donc, effectivement, Steve Witkoff est un homme très proche. Il a fait du business avec Donald Trump depuis les années 80-90. Et donc, à ce titre-là, effectivement, Donald Trump lui avait confié, entre guillemets, le Moyen-Orient. Et il a rajouté à ce dossier déjà plutôt chargé celui de la Russie, puisque les Russes ont refusé assez rapidement de travailler avec le général Keith Kellogg, qui était normalement l'envoyé de Donald Trump pour la guerre en Ukraine, donc côté Russie et Ukraine. Et donc effectivement, il se trouve que M. Witkoff a une très bonne relation avec ses homologues en Russie. Les Russes ont mis en face de lui M. Dmitriev, qui est en gros un petit peu le même profil. C'est un milliardaire. Il a fait notamment ses études à Stanford, donc il parle tout à fait le dialogue, le discours des milliardaires américains. Donc les deux se sont de suite très bien entendus et c'était effectivement du pain béni pour la Russie qui a pu gagner énormément de temps comme ça. La vraie question, c'est désormais que va pouvoir obtenir de plus M. Witkoff que ce qu'il n'a pas obtenu jusqu'à présent. Justement, vous disiez qu'il y a un facteur confiance, peut-être, pour lequel il a été envoyé par Donald Trump. Il y a aussi une ressemblance assez frappante avec le chef de l'État américain. Steve Witkoff, c'est aussi un profil géant de l'immobilier, milliardaire. Est-ce que ça aussi, ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir aussi des négociations plus financières avec Poutine? C'est très probable. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà du dossier ukrainien, Donald Trump et du coup son émissaire espèrent véritablement conclure des deals financiers avec la Russie avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'exploiter les hydrocarbures russes. Et le deuxième, c'est de créer une cassure finalement entre Moscou et Pékin, et donc ramener, entre guillemets, les Russes dans le camp occidental. C'est un petit peu l'objectif. Et donc effectivement, c'est pour ça que M. Witkoff y va. Il est très clair que dans son ensemble de propositions, il y aura effectivement une normalisation des relations commerciales avec la Russie. Le problème, c'est que pour Vladimir Poutine, l'économie c'est important, mais c'est pas le facteur primordial en fait sur le dossier ukrainien. On est vraiment sur des considérations géopolitiques de son côté et donc effectivement toutes les offres commerciales que pourrait lui faire Steve Witkoff ne compenseront pas forcément ce que Vladimir Poutine espère en Ukraine.
Merci beaucoup Eric Bouna d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ne manquez pas ce rendez-vous ce soir sur BFM TV. C'est la diffusion inédite de notre nouveau long format D-Day au cœur de l'enfer. Rendez-vous à partir de 21h pour ce document Ligne rouge produit par RMC Découverte. Restez avec nous dans un instant dans notre journal de 17h. Nous reviendrons donc sur cette avancée dans l'enquête qui débute à peine après ce qui s'est passé dans la Somme hier. La découverte de cet homme, son cadavre. Un homme de 32 ans, lardé de coups de couteau, éviscéré. Maintenant, un homme a été interpellé. Il est placé en garde à vue, entendu par la police judiciaire. Les derniers éléments dans notre prochain journal. À tout de suite. L'info ne prend pas de vacances. BFM TV non plus. Voici les toutes dernières images. Tout l'été, chaque jour, les invités. Les événements. On est au cœur de l'action. Les reporters partout en France et dans le monde. Dans le New Jersey, notre envoyé spécial aux portes de Marseille, aux côtés des Français qui vivent cette canicule, se mobilisent pour vous informer en temps réel. Nos reporters sont à vos côtés en direct sur BFM TV. BFM TV est à vos côtés tout l'été. BFM TV, première sur l'info. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend. Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan.fr. Yes, yes, yes. Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com. Fini les samedis interminables au supermarché. Dites oui au prix imbattable, au choix, à la facilité. Avec entrediscount.com, en 3 clics, choisissez, commandez, profitez. Vous savez quoi? Même en vacances, mes clients prennent rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple. Ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, sans ment, Carglass vous offre des essuie-glaces. Moka a passé des années enfermée dans une cage. Vénus a été percutée par une voiture après avoir été abandonnée. Polly a été vendue sur un site internet comme un simple objet. 45 000 animaux chaque année ont besoin d'être soignés et protégés. En faisant un don de 10 € par mois, devenez compagnon SPA et sauvez des vies. Recherchez Compagnon SPA sur Internet ou appelez le 0806 700 710. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Alors Alicia, comment fait-on pour perdre du poids? En théorie, c'est très simple. Il faut un déficit calorique pour créer un choc pondéral, à savoir consommer moins de calories qu'on en dépense. Ouais, mais en pratique? En pratique, il faut faire les courses, il faut cuisiner, peser les quantités. Et c'est là que Comme J'aime fait toute la différence. Effectivement, fini la charge mentale, tout est clé en main. Et je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. J'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Alors commandez-les maintenant, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. C'est important le .fr. Les fjords légendaires, les glaciers, le soleil de minuit, la Norvège. Quand la Norvège se dévoile, c'est par la mer. En ce moment, Hurtigruten vous fait économiser 500 € par cabine sur votre croisière à bord de l'Express côtier. Hurtigruten, entrez dans la légende norvégienne. Avec les portes blindées Torchman Metal, votre sécurité en toute sérénité.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est 17h sur BFM TV. Vous regardez l'après-midi info. À la une, un suspect placé en garde à vue dans la Somme au lendemain de la découverte du corps d'un homme victime de plusieurs coups de couteau et éviscéré. Les derniers éléments avec notre envoyé spécial Élise Phillips à Pont-de-Metz dans un instant. 32 départements en situation de crise face à la sécheresse. Si on est loin des niveaux sévères de 2022, la situation oblige les agriculteurs et les maraîchers à adapter leur activité. Nous irons dans le Loiret. Et puis François Bayrou qui se lance sur les réseaux sociaux, vidéos en direct et podcast. Voici ce que devrait contenir sa chaîne YouTube FB Direct qui doit être lancée d'un moment à l'autre. Objectif, expliquer aux Français comment il va trouver 44 milliards d'euros d'économies pour boucler son budget 2026. D'abord donc du nouveau, après cette macabre découverte dans la Somme du corps d'un homme de 32 ans éviscéré. Élise Phillips, vous êtes notre envoyée spéciale dans le village de Pont-de-Metz où un promeneur a donc découvert le cadavre hier et on apprend qu'un homme a été placé en garde à vue aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'enquête avance assez vite puisque ce matin, il y a eu une interpellation, celle d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années qui habite pas très loin d'ici, pas très loin non plus donc de la scène de crime. Et les enquêteurs ont décidé de le passer en garde à vue pour assassinat parce qu'ils le soupçonnent d'être impliqué, peut-être d'une manière ou d'une autre, dans la mort de cet homme de 32 ans. Cette garde à vue, elle a débuté il y a quelques heures maintenant. Elle est toujours en cours. On ne sait pas ce qu'il en est ressorti. Mais au cours de la journée d'hier, les enquêteurs ont prélevé tout un tas d'indices autour de ce parc. Ils ont analysé la scène de crime. Ils ont réquisitionné et visionné aussi les images des caméras de vidéosurveillance qui sont disposées aux alentours du parc. Il y a plusieurs caméras disposées notamment autour de 2 entrées de ce parc et c'est peut-être l'un de ces éléments qui a permis l'arrestation de ce suspect. Cette interpellation, elle a eu lieu, vous le disiez, moins de 24 heures après la découverte de cet homme de 32 ans dans ce parc assez paisible de la commune de Pont-de-Metz par un promeneur hier. Et depuis hier, eh bien, cette affaire, tout le monde en parle. On a croisé des habitants de Pont-de-Metz tout à l'heure qui nous ont dit être extrêmement choqués. On a discuté notamment avec une dame qui nous a dit que pour l'instant, eh bien, elle continuait ses marches dans ce parc, mais elle souhaite être accompagnée. Elle ne le fait plus seule tant que l'affaire ne sera pas résolue. Cette affaire, cette enquête qui avance bien selon une source que nous avons eue tout à l'heure au téléphone et qui nous a confirmé qu'a priori un communiqué avec de nouvelles informations devrait être publié d'ici la fin de journée. Merci Élise Phillips avec Caroline Bertolino en direct de Pont-de-Metz et on en parle avec notre invité Jacques Dallest. Bonjour, vous êtes ancien président de la commission Cold Case de Nanterre et ancien procureur général, auteur également de Sur les chemins du crime aux éditions Mareuil. On revient sur ce drame qui s'est déroulé en tout cas et qu'on a découvert hier avec un corps atrocement mutilé, mais des résultats qui commencent très rapidement à arriver avec cette interpellation, cette garde à vue moins de 24 heures après la découverte du corps. C'est dû à quoi ? C'est un travail approfondi des services d'enquête. Comme toujours, lorsqu'on a un crime flagrant, découverte d'un corps, manifestement un homicide, très vite les enquêteurs essayent de rassembler des indices matériels, connaître le profil de la victime, ce qui souvent oriente éventuellement vers l'auteur. Et là, il semblerait qu'un suspect soit en cause. Reste à voir maintenant si pendant la garde à vue, qui, comme vous le savez, peut durer 48 heures, s'il y aura des indices suffisants pour mettre en examen cette personne. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une piste solide. Des scènes de crime, vous en avez vu beaucoup dans votre carrière. Celle-là est assez déroutante. L'homme a été retrouvé éviscéré, on le disait, les bras de part et d'autre de la tête. Mais on ne s'oriente pas a priori vers un rituel macabre selon les premiers éléments. Oui, alors quand on parle d'éviscérer, d'égorger, il faut savoir si ça correspond aux constatations médico-légales. Vous savez que des blessures très profondes avec des couteaux, des poignards peuvent donner l'impression qu'on a ouvert le ventre de la victime, alors qu'en fait, ça ne peut que correspondre qu'à des coups violents. Même chose sur des coups portés à la gorge. Est-ce qu'on a voulu égorger ou simplement sont des coups extrêmement violents ? L'autopsie en permettra d'en dire plus. Est-ce que ça correspond à un rituel ? Je n'en suis pas certain. C'est peut-être une dispute, une discussion, et qu'il y a un paroxysme de violence qui peut aboutir à des coups extrêmement lourds qui peuvent occasionner ces blessures mortelles. Alors là, l'enquête est menée par la police judiciaire. Comment travaillent de manière générale les enquêteurs sur ce type très particulier d'enquête ? C'est un travail assez classique. D'abord sur les lieux, retrouver tous les indices matériels qui peuvent amener jusqu'à l'auteur, des objets, des traces biologiques, aller aussi examiner les vêtements de la victime, le corps, si elle
portent éventuellement la trace de l'ADN de l'agresseur, connaître plus précisément le profil de la victime, qui peut amener, pourquoi pas, vers la définition d'un mobile. Pour quelle raison cette personne a-t-elle été agressée? Est-ce que c'est une rencontre fortuite? Est-ce que c'est un différend avec une connaissance de la victime? Tout ça, c'est le travail de fond qui mobilise pleinement les enquêteurs. Et généralement, dans les affaires d'homicide, dans les quelques jours qui suivent les faits, on a la plupart du temps l'auteur. Ce n'est pas toujours le cas et ça devient des cold cases, malheureusement. Ça ne semble pas être le cas dans l'affaire qui nous intéresse. Le drame s'est déroulé dans une petite commune paisible. On imagine forcément que les habitants sont marqués. On en a d'ailleurs entendu un petit peu plus tôt sur BFM TV. Oui, forcément, quand une personne meurt de mort violente, surtout dans un parc fréquenté, on se dit, est-ce que c'est un acte, une agression gratuite? Est-ce que ça correspond à autre chose? Très souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit que ce n'est pas gratuit. Ça correspond à un mobile particulier chez l'agresseur. Donc on peut comprendre l'anxiété de la population. Espérons qu'à l'issue de la garde à vue, on en sache plus. Je pense que le procureur communiquera, fera un point sur l'état d'avancement du dossier et savoir si cette personne qui est en garde à vue pourrait être déférée devant un juge d'instruction qui le mettra en examen. Et on en saura plus forcément au fil des jours et des semaines. On en saura plus également avec les résultats de l'autopsie. Merci beaucoup Jacques Dallest d'avoir répondu à nos questions cet après-midi dans l'après-info. On en vient à présent au risque de feux de forêt qui concerne un certain nombre de départements. 10 aujourd'hui, 9 sont placés en vigilance orange par Météo France, de l'Occitanie à la Côte d'Azur en passant par la Drôme. Et un département est en vigilance rouge pour risque très élevé de feu. Il s'agit de l'Aude. Et dans le département, un éleveur a récemment perdu 4 hectares d'exploitation dans les flammes. Le dispositif de veille quotidienne déployé par les pompiers de l'Aude est crucial. Mathieu Lepeigné, Célia Vallée et Pierre-Olivier Dantan. 9 jours plus tard, Damien peine encore à réaliser, à comprendre que sa ferme a été en partie ravagée par les flammes. Ici, c'est mon centre d'emballage d'œufs. Comme la haie derrière a pris feu totalement, tout le système électrique, tout a flambé aussi. Avec 4 hectares de son exploitation partis en fumée, le fermier a perdu plus de 300 poules et 350 poussins dans l'incendie. Ça, c'était la cabane où je venais de recevoir 350 poussins. Il faut désormais tout reconstruire. J'ai pas le temps de penser à moi, en fait. Et il vaut mieux pas parce que c'est là que ça fait mal, voilà. Je pense à ma femme, je pense à mes filles, je pense à mes volailles. Pour éviter que ce type de catastrophe se multiplie, les pompiers de l'Aude veillent chaque jour. 240 soldats du feu et 70 véhicules prêts à intervenir. Objectif, répondre massivement au départ de feu. Ce n'est pas parce que la météo des forêts indique un rouge que quand on va redescendre en orange, le risque va baisser, bien au contraire. Donc chacun doit justement conserver ses gestes citoyens de façon à pouvoir avoir un comportement responsable vis-à-vis de tout risque d'initiation de feu. Important donc pour ces effectifs de vérifier que le matériel est prêt à être déployé. Il peut y avoir une pièce qui ne marche pas, un tuyau qui est percé, ou que ça peut arriver qu'on perde des pièces sur les feux et on fait en sorte d'être réglementé. Aujourd'hui, le niveau de risque de feu de forêt dans le département de l'Aude est jugé très élevé. Et allons plus loin avec vous, Kevin Fleury. C'est la tramontane précisément que l'on surveille aujourd'hui sur le pourtour méditerranéen. Oui, et c'est pour cette raison que le département de l'Aude, qui est directement concerné par ce vent régional, a été placé en vigilance rouge, donc niveau très élevé de risque de feu de forêt. Mais on voit quand même en analysant la carte du jour que ce risque de feu de forêt, il s'étend vers le nord sur des territoires comme la Vendée, les Deux-Sèvres. On a évidemment aussi toujours la Corse concernée par ce risque de feu de forêt, avec d'ailleurs un incendie qui s'est déclaré un petit peu plus tôt dans la journée entre Ajaccio et le col de Visavone. Visiblement, tout est sous contrôle, mais ça a nécessité l'intervention de Canadair. Donc on est de nouveau face à une situation météorologique difficile pour les pompiers, avec une sécheresse, avec l'absence de pluie répétée sur le territoire, et puis avec le vent qui arrive. Et c'est pas fini, on en reparlera un petit peu plus loin, mais il y a la chaleur aussi qui va de nouveau rentrer dans le jeu, malheureusement. Et la sécheresse donc, qui s'invite également avec 32 départements métropolitains qui sont en situation de crise, Kevin. Et pourtant, on est bien loin de la sécheresse de 2022.
1200 cours d'eau à l'époque, au 1er août 2022, étaient à sec. On en est très loin. Pour autant, des territoires connaissent une sécheresse des sols importante. Dans nos potagers, dans nos jardins, si vous grattez en ce moment dans le centre-ouest, dans votre jardin, vous allez vous rendre compte que c'est très dur, que c'est très sec. On le voit bien ici sur l'indice d'humidité de nos sols entre 0 et 40 cm. Et quand on va un petit peu plus loin, jusqu'à 1 mètre, évidemment, ça se colore aussi de jaune, voire de orange vers la Bretagne ou encore les Hauts-de-France. Situation donc qui est dégradée, mais pas catastrophique. C'est important de le dire. Par contre, on surveillera les prochains jours parce que la chaleur revient très vite sur la France. Allez, on en vient à la politique à 17h10 quasiment et le lancement de FB Direct, la chaîne YouTube du Premier ministre François Bayrou. Elle a démarré il y a quelques minutes. Le Premier ministre veut expliquer aux Français comment il va économiser 44 milliards d'euros. On va peut-être en écouter un extrait tout de suite. C'est le moment où tout va se jouer. Comme vous savez, le gouvernement a proposé un diagnostic en disant quelle était la gravité des difficultés, et on y reviendra jour après jour. Et le gouvernement a proposé un plan pour dire ça ne peut pas durer comme ça, il y a des efforts à faire, ces efforts sont supportables par un pays qui décide de reprendre son destin en main et de ne pas se laisser couler. Mais si ces efforts sont refusés, alors nous vivrons des moments qui sont des moments que beaucoup de pays autour de nous ont vécu et qui exigeront par force des sacrifices qui seront beaucoup plus importants que les efforts que nous avons à faire aujourd'hui. Le Premier ministre qui a également tweeté dans la foulée, évidemment, tous les moyens sont bons pour promouvoir ce moyen un peu inédit de communication. Notre pays est devant des choix décisifs. Pendant cet été, je ressens le besoin de parler directement à chacune et à chacun d'entre vous de la réalité de notre situation et des orientations à prendre. Rendez-vous donc tous les jours sur YouTube et en podcast. Anthony Lebos du service politique est avec nous. On voit maintenant quelle est la forme que prend ce type de communication sur les réseaux sociaux, donc du Premier ministre. Est-ce que c'est un exercice pas un peu risqué pour lui ? Oui, ce sera évidemment risqué. Et tout l'enjeu pour François Bayrou, c'est l'acceptabilité de ces mesures. Il va essayer, au fond, de faire prendre conscience aux Français que ces mesures sont importantes et nécessaires. Il va essayer d'axer justement sur son propos sur l'acceptabilité de ces mesures, tenter de faire comprendre aux forces françaises que ces efforts-là sont nécessaires. Il le dit d'ailleurs dans cette vidéo, et on a vu un extrait de ce que dit François Bayrou. Il dit que les jours que nous allons vivre, je cite, au mois d'août et au début du mois de septembre sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. Le gouvernement a proposé un diagnostic, on y reviendra jour après jour. Oui, parce que là, cette vidéo, elle dure un petit peu moins de 10 minutes, 8 minutes 36 ou 37 secondes, je crois, très précisément. Et puis la semaine prochaine, il y aura d'autres vidéos qui vont concerner des mesures plus spécifiques, peut-être sur le gel des prestations sociales ou bien sur sa proposition qui avait fait grand bruit de la suppression des jours fériés. Il reviendra étape par étape, jour par jour sur ces mesures-là, dans un dialogue qu'il veut franc et direct avec les Français. C'est ce qu'il disait à nos confrères du Parisien. Je ressens le besoin de parler directement aux Français, sans contradiction parlementaire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que bon nombre de députés de l'opposition avaient fustigé cette annonce en disant qu'ils souhaitaient court-circuiter. Oh, pas tous, mais en tout cas, le Premier ministre vante le fait qu'il ne veut pas être en vacances. Et c'est vrai que ça a été mal perçu par un certain nombre de députés de l'opposition. La menace, c'est le surendettement. C'est ce qu'il dit aussi. Il va en parler durant ses vidéos. Mais c'est vrai que tout l'enjeu pour le Premier ministre, c'est de faire accepter ces mesures qui sont difficiles et qui sont impopulaires. C'est vrai que la situation financière de la France est quand même catastrophique. 3 300 milliards de dettes. On est les mauvais élèves de l'Europe en matière de déficit. Il va tenter le tout pour le tout. Mais au fond, le dernier mot reviendra aux parlementaires et pas aux Français. Arnaud Mercier, bonjour. Vous êtes professeur en communication politique à l'Université Paris 2 Assas. Alors, est-ce qu'il est réussi ce pari au regard de ce premier épisode qui vient d'être mis en ligne ? On n'en attendait pas grand-chose et on avait raison. En fait, il n'est pas un bon communicant. Tout le monde sait que François Bayrou n'est pas un très bon orateur. Cette chaîne YouTube, on a vu que c'est même pas un direct, puisqu'il y a des coupes qui sont en plus assez visibles. Donc, il a dû s'y reprendre manifestement. C'est le style YouTube aussi, que ce soit coupé. C'est le format aussi. Et ça s'appelle FB Direct. Donc, il n'est pas dans un échange direct avec les Français. C'est ça, ce sont des épisodes, c'est très chapitré. On nous annonce qu'il va y avoir maintenant la prise en compte de questions des Français auxquelles il pourra répondre. Mais en même temps, on sait tous que tout ça est très formel, puisque en réalité, on choisit les questions qui nous arrangent. Enfin bref, c'est pas justement comme aller devant des journalistes qui posent des questions parfois embarrassantes. Alors quel est l'intérêt ?
L'intérêt, je ne sais pas trop. Vous savez, c'est un peu le coup de la dernière chance, quoi, en fait. François Bayrou, il a la tête sur le billot, il faut dire les choses, puisqu'il a annoncé quelque chose qui est extrêmement impopulaire chez les Français et chez les députés. Il n'a pas de majorité pour gouverner. Il n'est même pas populaire dans les soutiens de la majorité, de la majorité dite présidentielle, vous voyez ce que je veux dire, en majorité, quoi. Donc, il fait cette opération qui est un peu une opération de la dernière chance, qui consiste à dire, voilà, moi... Au moins, vous pourrez me reprocher tout ce que vous voulez, mais au moins j'aurais dit la vérité. J'aurais dit ma vérité et la vérité. Et ce premier exercice, c'est un exercice quand même où il fait peur aux Français. Il dit, voilà, attention, il y a des risques, etc. Le surendettement, ça peut... Des pays européens, genre la Grèce, etc., ont connu ça. Ça provoquait des baisses des revenus, des baisses des retraites. Vous voyez, moi, je vous dis, on va essayer, bien sûr, il faut faire des efforts, mais c'est pas le sacrifice ultime. Alors que si vous ne m'accordez pas la confiance, si on ne me donne pas la confiance au Parlement, eh bien, alors là, par contre, on va dans le mur, la catastrophe absolue, etc. Vous voyez, donc, c'est jamais très simple d'arriver à être populaire et être entendu quand on a un discours comme ça, qui est un discours qui fait peur en vérité. Anthony Lebos, est-ce que c'est une façon aussi d'attirer la jeunesse? On sait que c'est le genre de format qui plaît beaucoup aux jeunes. En tout cas, les plateformes plaisent beaucoup. La thématique peut-être un peu moins. Les jeunes délaissent, c'est vrai, les formats un peu plus traditionnels et vont davantage sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube. Donc oui, ça peut être aussi un moyen de parler à la jeunesse. Mais ce que cherche François Bayrou, c'est... d'expliquer, donner sa vérité. C'est d'ailleurs un de ses slogans, donner sa vérité. C'était aussi le slogan de l'un de ses modèles, Pierre Mendès France, qui avait, lui, à l'époque, lancé les causeries radiophoniques. Bon, il n'y avait pas encore la vidéo, mais il s'exprimait durant l'été 54 aux Français, chaque semaine, à l'été, pour expliquer sa vision économique et les projets pour la France. François Bayrou limite, en quelque sorte, en cassant les vacances des Français pour leur parler du budget. Reste à savoir si les Français vont être prêts à s'asseoir, mettre des écouteurs, un casque et écouter les podcasts de François Bayrou, qui va nous parler du gel des prestations sociales et du surendettement. Bon, voilà, ça nous rend encore plus nostalgiques des JO. Justement, je rebondis sur ce mot, surendettement. On va écouter un nouveau son qui a été extrait de cette première vidéo, ce premier épisode. On devrait avoir une perspective plus souriante pour l'avenir. Mais nous sommes menacés par un mal auquel nous n'échapperons pas si nous ne sommes pas courageux. Ce mal, vous le connaissez dans toutes vos familles, c'est le surendettement. Les familles le connaissent, les associations le connaissent, les entreprises le connaissent, et c'est un mal qui menace votre survie. Bon, Arnaud Mercier, les prochains épisodes seront peut-être meilleurs? Oh, je pense pas. Le problème, c'est qu'il n'a pas de rêve à nous vendre. Il a une cruelle réalité à vendre, qui est celle d'une situation financière très difficile, c'est vrai, d'exigences européennes de retour à l'équilibre, qui passe forcément par des sacrifices. Donc, tout ce qu'il peut jouer comme carte, moi, d'une certaine façon, je dirais que cette vidéo, elle est un peu testimoniale. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'aurais livré ma vérité, et il fait ça au mois d'août, où justement, les autres, il ne va pas y avoir trop de polémiques politiciennes, parce que c'est vrai qu'il y a un peu la trêve, etc. Et lui, il va laisser des traces, et peut-être que son désir, c'est de laisser une trace dans l'histoire. Peut-être que c'est une trace dans l'histoire au sens de dire, voilà, moi j'avais fait ça, moi j'avais dit, et puis peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, on sera dans le mur, dans la catastrophe qu'il a annoncée, et il pourra revenir en disant, vous voyez, moi je vous l'avais dit, etc. Mais c'est vrai que là, il joue le rôle du père Fouettard, et ça a beau être sur YouTube, c'est pas plus agréable à entendre. Anthony, un mot encore sur Oui, parce qu'effectivement, on découvre la vidéo en même temps que vous, en direct, sur BFM TV, avec les services politiques qui le scriptent en même temps. Au fond, cette vidéo, c'est vraiment un condensé de sa conférence de presse qu'il avait donnée il y a 1 mois. Pas grand-chose de nouveau. Il répète que les efforts sont à faire aujourd'hui. Il n'y a pas de demain, dit François Bayrou. Quand on atteint 3 400 milliards d'euros de dette, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Il rappelle effectivement la comparaison avec d'autres pays européen. Ma certitude, dit le Premier ministre, pas d'autre chemin que cet effort supportable est choisi. Nous sommes un peuple qui s'est relevé de bien des choses. C'est maintenant que ça se joue, conclut le Premier ministre pour cette première vidéo d'un peu moins de 10 minutes, qui devient donc youtubeur en parallèle de sa fonction de Premier ministre. Et c'est intéressant, il dit choisi. Vous voyez, c'est cette idée qu'il est encore temps de faire des choix. Alors peut-être d'autres arbitrages. Alors il l'avait dit aussi dans sa conférence de presse qu'il y avait des choses où il laissait le Parlement pouvoir le choisir. Mais lui, son discours, c'est de dire
même si ça vous plaît pas, même si c'est pas populaire, nous sommes encore dans la phase où nous pouvons choisir. Or, si nous reculons devant l'obstacle, alors ça nous sera imposé par les marchés notamment, ou des choses comme ça. Donc, on peut entendre la rationalité de ce discours. Merci Jacques Dallès, merci également Anthony Lebos. On va voir si ce compte donc FB Direct progresse en termes d'abonnés, notamment dans les prochaines journées. Dans l'actualité, on prend la direction à présent de Mostuet-Jouls dans l'Aveyron. Une enquête est ouverte après l'évacuation d'une 60aine de personnes d'un hôtel la nuit dernière. La commune a été frappée par 3 départs de feu qui ont également touché des véhicules. D'importants moyens humains et matériels ont permis d'éviter le pire. Les précisions tout de suite de la sous-préfète de Millau. On a un incendie qui s'est déclaré sur les parkings, les 3 parkings qui se trouvent autour de l'hôtel de la Muse dans les gorges du Tarn. À partir de ces 3 points, on a 18 véhicules qui ont pris feu. Une partie de ces véhicules était stationnée le long de l'hôtel. Et c'est de ces véhicules que l'incendie s'est propagé au 4e étage de l'hôtel, détruisant complètement 5 des chambres de l'hôtel. Dans cet hôtel, on a 65 personnes qui ont été immédiatement évacuées. Aucune d'entre elles n'a été blessée, aucune d'entre elles n'a inhalé de fumée. Donc nous n'avons pas eu de prise en charge médicale. Cette question à présent, que se passe-t-il dans les écuries de Seine-Maritime? Au moins 3 chevaux ont été trouvés, tués, plusieurs autres blessés ces dernières semaines dans le secteur du Havre. Oui, le procédé semble toujours le même. Les chevaux sont pris à partie à l'aide d'objets tranchants. Une enquête a été ouverte pour actes de cruauté et sévices envers les animaux. Attention, certaines images de ce reportage sont difficiles. Valentin Longuet et Arthur Baudin. Depuis l'attaque, Thierry peine à approcher sa jument. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. La preuve, habituellement, on arrive, on la caresse, tout, là, elle fait très très attention. Je pense qu'elle a eu peur. Le dimanche de la fête des pères, le 15 juin dernier, les propriétaires découvrent l'horreur. Ici, 2 chevaux ont été touchés. En arrivant là, j'avais la jument noire qui est maintenant décédée, qui avait les 2 yeux crevés. La blanche qui est derrière nous, qui a eu des coups de scalpel au niveau des yeux, au niveau des flancs. La mienne, avec le caractère qu'elle a, je pense que c'est ce qui l'a sauvée. Elle a réussi à s'échapper. Pour moi, c'est des fous, faut être fou. Mais les chevaux de cette écurie ne sont pas les seuls visés. Ces dernières semaines, plusieurs autres ont été attaqués dans la région. Le procédé semble toujours le même. Les chevaux sont mutilés à l'aide d'objets tranchants. En tout, 3 sont décédés, plusieurs autres blessés. Certains sont lourdement handicapés. Dans cet autre centre, 4 chevaux ont été agressés. Espionne, cette ponette de 9 ans, a eu un œil crevé en mai dernier. Elle a subi l'opération le jour même. Je l'ai récupérée 2 jours après à la clinique. On a eu des soins à faire pendant 15 jours. Et après, on l'a laissée tranquille 1 mois et demi. Une enquête est ouverte pour actes de cruauté et sévices envers un animal domestique, apprivoisé ou captif. Et on va en venir à ces incendies qui sont en cours à la Grasse, dans l'Aude. Nous avons des images qui nous parviennent en direct, un violent incendie qui est en cours. Voici les images qui nous parviennent donc en direct avec ce gros panache de fumée, a priori, dans un massif forestier en cours. Alors on a peu d'infos actuellement à vous communiquer. On va essayer de retrouver un petit peu plus tard notre envoyé spécial qui se prépare dans l'Aude, alors que le département est placé en vigilance rouge au feu de forêt aujourd'hui. 9 autres départements sont en orange sur le pourtour méditerranéen. On va retrouver Marie Roux, notre envoyée spéciale sur place dans l'Aude à la Grasse. Quelles sont les informations dont vous disposez, Marie ? Eh bien écoutez, pour l'instant, peu d'informations. Ce que l'on sait, c'est que plusieurs feux se sont déclarés à peu près au même moment dans le département de l'Aude. Le feu que vous voyez sur les images de Margot Sèvres, c'est celui de Ribaute qui avance dangereusement vers la commune où on se trouve ici, à Saint-Laurent de Caberis. On est avec Christine qui a vu tout ce qui s'est passé. Racontez-nous. Écoutez, c'est parti de derrière la montagne du côté donc de Ribaute, je pense. Là, c'est sur la commune de Tournissan. Et ça a l'air d'arriver sur la commune de Saint-Laurent. Donc on se fait beaucoup de soucis. Il y avait des chevaux là-bas, ils ont pu les sauver. Et là, ils essaient de sauver des meutes de chiens qui sont dans des chenilles. C'est affreux, quoi. Il y en a marre de ces incendies. Ça devient affreux. On a les maisons qui sont juste à côté. On a peur aussi pour notre sécurité, quoi. C'est affreux. Donc, puis le vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Faites exprès, il y a du vent. Voilà. Et là, ça approche. Regardez les flammes, comment ça fait. C'est vers quelle heure vous avez commencé à voir des flammes ? C'était vers 4h30. Mon mari m'a appelé, il m'a dit « Regarde, il y a une grosse fumée derrière ». Donc je suis venu ici de suite.
Et ça brûlait derrière la montagne. Et ça a sauté à une vitesse pas possible. Et là, on voit les flammes, c'est impressionnant avec le vent. Les champs et tout, là, il y a tout qui brûle, c'est affreux. Et vous me disiez, juste derrière la montagne, il y a un chenil où il y a beaucoup de chiens. Il y a des chiens, il y a des chiens de chasse, oui. Alors bon, ils y sont allés, hein. Il y a il y a une solidarité. Ils sont tous partis, ils sont passés avec les 4x4 à fond. C'est des chasseurs qui sont venus. Oui, voilà, oui. On a croisé aussi des gens qui enlevaient leurs chevaux. Oh, oui, ils sont en sécurité. Ils nous ont dit qu'ils étaient en sécurité, les chevaux. Donc ça va. Regardez un peu comment ça va vite. C'est affreux. Et là, ils sont en train d'enlever le matériel parce que ça, c'est un viticulteur qui stocke son matériel. Il le pousse, vous voyez. Regardez, il y a encore un dash. Et on voyait aussi, on a vu tout à l'heure les hélicoptères bombardiers d'eau. Vous me disiez, vous avez vu aussi les Dash qui commencent à... Et là, il y en a un autre qui arrive, vous voyez. Et là, on voit, c'est impressionnant la vitesse à laquelle vous êtes préparé à ça dans le département? On y était préparé plus ou moins, mais bon, il y en a eu tellement en début d'année, en début de saison. Mais bon, là, on ne pensait pas. Et là, on y est prêt, quoi. Donc, du coup, c'est encore plus flippant, quoi. Et là, Christine, au même moment où on se parle, ça devient assez dangereux quand même. On voit d'ailleurs les pompiers qui commencent à arriver de plus en plus nombreux sur place, sur cette zone qui, on le dit, est très dangereuse puisque, Regardez, on voit les flammes, là, ça y est, ça arrive. Ils ont fermé la route de Tournissan, vous voyez. Au fur et à mesure, les pompiers vont commencer à créer un périmètre de sécurité, mais c'est allé si vite. On voit les flammes, là. Si vite que je pense que le temps qui s'organise et qui bloque les chemins, vous pensez que vous allez être évacué dans la soirée? Je sais pas, on a les maisons juste là, vous voyez, donc j'espère, avec le vent qui fait... Ça va être compliqué en tout cas pour vous, Christine. Pour l'instant, on a peu d'informations sur le nombre d'hectares parcourus. Tout ce que l'on sait, c'est que l'ensemble des pompiers sont mobilisés. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est qu'il y avait 270 pompiers mobilisés toute la journée sur le département de l'Aude, puisqu'on rappelle, la vigilance était rouge sur ce département avec un vent qui est au-dessus des 30 km/h, des rafales qui sont allées jusqu'à 60 km/h, la température qui a monté tout au long de l'après-midi. On était à 35 degrés. Et puis la sécheresse, la végétation qui est très sèche, et cette végétation qui est hautement inflammable. Vous le voyez sur ces images de Margosève, les flammes continuent continuent en tout cas, et la végétation elle prend feu très vite. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ça va, Christine. C'est ça, regardez. Oui, là, je crois qu'il faut changer. On va continuer de vous en tenir informé sur le feu. En tout cas, on va changer d'endroit si vous nous le permettez, le temps de se mettre à l'abri. Bien sûr, évidemment, Marie Roux, mettez-vous à l'abri. On voit en effet le feu qui vient dans votre direction, qui souffle très fort également à ce vent. Mettez-vous à l'abri. Et donc, on rappelle cet incendie dont on ne connaît pas encore l'étendue, mais qui serait parti de Ribot. Donc, on est dans l'Aude, ce département concerné par une vigilance rouge aujourd'hui au feu de forêt, avec 270 pompiers qui ont été prédispositionnés dans tout le département en prévision de ce genre d'incident et qui vont devoir se mettre à l'œuvre très rapidement. C'est la doctrine française pour agir vite et fort. Mais là, le feu qui est déjà conséquent, on a vu ces fumées très noires, ces risques d'intoxication également. On va revoir les images qui vous montrent la situation très progressive qui avance également vers ce champ qu'on a vu sur le premier plan. Si on peut revoir les images en cours, on est à Saint-Laurent-de-la-Cabrisse, donc dans l'Aude, sur ce feu de la Grasse. Et le préfet justement de l'Aude appelle aussi à la vigilance. De gros moyens terrestres et aériens sont engagés. Sachez que la route départementale des 212 est fermée entre Ribot et Feux-Brezan pour permettre l'intervention des secours. Le préfet qui appelle donc à la prudence, qui appelle évidemment à éviter le secteur, à ne pas surcharger les lignes d'urgence inutilement et à rester informé via les sources officielles. Ne pas relayer également d'informations puisqu'effectivement c'est l'une des craintes et en tout cas dans ce type d'incendie. On va en parler avec vous, Anthony Ferry. Bonjour, du service météo-climat BFM TV. On a vu les images il y a un instant, on va encore les revoir. C'est vrai que les flammes sont impressionnantes. Oui, les flammes sont impressionnantes, mais cela s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le taux d'humidité dans l'air actuellement dans l'Aude, il est extrêmement faible, 23%. On est donc en dessous des 30% critiques. Et puis aussi, évidemment, la température, mais le vent, notamment la tramontane, souffle actuellement à 17h à 60 km/h sur le département.
Tous ces facteurs météorologiques sont associés à une sécheresse des sols que l'on connaît depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, ainsi qu'une sécheresse de la végétation. Et cette végétation, eh bien, elle se trouve sur des massifs qui peuvent être escarpés, comme celui notamment actuellement concerné par ce feu. Et eh bien, ces reliefs, ces pentes vont favoriser le développement très rapide des flammes. Couplé à ça donc, ces végétaux très secs, forcément, on a des feux qui peuvent être très virulents. On a vu cette habitante de la commune voisine qui s'alertait, qui se demande si elle va devoir évacuer. Les pompiers vont devoir rapidement prendre des décisions quant aux habitants de ces alentours. Oui, en fait, ça va se jouer dans les minutes, dans les dizaines de minutes qui viennent. Ces habitants qui sont évidemment appelés à écouter les services, les services de secours et surtout, au fil de l'année, à entretenir tout ce qui est bosquet, tout ce qui est jardin, puisque ça, c'est un phénomène extrêmement important. Certaines personnes, lorsqu'elles n'entretiennent pas ces jardins, ça peut favoriser le développement rapide des flammes dans certains quartiers. Et donc, effectivement, ces habitants sont appelés tout au long de l'année à entretenir pour favoriser le travail des pompiers, pour faciliter le travail des pompiers dans ces instants les plus cruciaux que l'on connaît en ce moment même. On vous rappelle donc cet incendie qui est en cours dans le secteur de Ribaute, dans l'Aude, un feu en direction de Saint-Laurent de la Cabrerie. On va revoir ces images impressionnantes qui nous parviennent. Regardez ces flammes, ce panache de fumée dans le ciel de l'Aude. Des habitants donc qui craignent évidemment pour leur habitation. On en a entendu une habitante il y a quelques instants sur notre antenne. Il faut aussi rappeler, Anthony, que ce département de l'Aude était placé en vigilance extrême aujourd'hui, vigilance rouge, et il y avait une vigilance d'ailleurs plus large sur tout le pourtour méditerranéen. Oui, en fait, il y avait globalement une dizaine de départements sont aujourd'hui en vigilance, dont effectivement, vous l'avez dit, l'Aude en vigilance rouge. Alors comment est-ce qu'on détermine ce niveau de vigilance ? Eh bien en fait, c'est un algorithme qui va mesurer les différents paramètres météorologiques dont on vient de parler d'ailleurs à l'instant. Je pense notamment à la vitesse du vent, ici la tramontane, mais aussi à la température qu'il fait actuellement, 34 degrés à Narbonne en ce moment même, et puis aussi à la sécheresse. Et en fait, ces paramètres, certains ont plus de poids que d'autres. La sécheresse et le vent comptent énormément pour la couleur du département. Et malheureusement, la sécheresse et le vent, ils sont très élevés, ils sont très importants. C'est pour ça donc que l'Aude était aujourd'hui en vigilance rouge pour les feux de forêt. Et on le voit, ça se confirme avec cet incendie à la Grasse. Avec de gros moyens terrestres et aériens engagés, signale la préfecture de l'Aude. Cette route départementale, on le rappelle, qui est fermée, la D212, entre Ribaute et Fabrezan. Et surtout, ces appels à la prudence. Le préfet qui demande d'éviter le secteur, de ne pas surcharger les lignes d'urgence inutilement et de rester informé via les sources officielles, de ne pas relayer de fausses informations. Vous voyez ces images en direct, c'est ce qui se passe donc actuellement sur cette commune de l'Aude. Des images qui montrent en tout cas la rapidité de ce feu qui progresse. Et donc, Anthony, ces rappels toujours à attendre des instructions des pompiers qui vont déjà, eux, tenter de limiter l'extension de ce feu et surtout de rester très informés auprès des préfectures. Oui, totalement, rester informés. Alors la population le sait, mais on pense aussi aux touristes, puisque l'Aude est un département touristique et nous sommes en pleine saison estivale. Donc les touristes, évidemment, doivent eux aussi rester informés, ne pas, évidemment, aussi s'approcher des flammes pour faire des vidéos ou autres. Il ne faut pas avoir de comportement qui pourrait nuire non seulement à leur propre sécurité, et donc aussi à la sécurité des pompiers et des habitants aux alentours. Donc voilà, rester informés, rester vigilants. Et rester à l'abri, parce que là, il n'y a pas que le feu, il y a aussi ces fumées. On a vu qu'il y a un panache de fumée assez impressionnant, très dense. Ça peut aussi provoquer des intoxications. Oui, totalement. Le gaz qui s'échappe justement de cette végétation en feu peut être toxique lorsqu'il est inhalé en grande quantité. Donc, il ne faut évidemment pas s'en approcher. Et puis surtout, le vent, donc, comme on l'a dit, va attiser les flammes et on a ce qu'on appelle les sautes de flammes. C'est quoi les sautes de feu ? Eh bien, en fait, les braises, les très petites braises, peuvent parfois se déplacer de 300 mètres en quelques minutes, tout simplement parce que ce vent est très puissant. Et donc, lorsqu'on se croit à l'abri à 200, 300, 400 mètres du feu, en fait, très rapidement, le feu peut arriver vers nous. Il faut donc évidemment rester
confiner, rester très loin de ce feu et donc très loin du travail des pompiers qui n'ont pas besoin de notre présence sur place. Oui, c'est vrai qu'on avait l'impression sur les images tout à l'heure que c'était quasiment de la lave qui arrivait, qui progressait sur ce massif forestier avec, vous le voyez, ce panache de fumée toujours impressionnant qui s'élève vers le ciel de l'Aude. Après ce violent incendie qui est en cours, on va peut-être revoir les images qui nous parviennent toujours de ces habitants, ce panache de fumée très important donc à Saint-Laurent de la Cabrerie. Peut-être les consignes données par la préfecture de l'Aude, consignes d'éviter le secteur. Regardez ce tweet, de ne pas surcharger non plus les lignes d'urgence, évidemment, parce que les services de secours sont pris d'assaut dans ces moments très compliqués d'incendie d'ampleur, et de rester surtout informés via les sources officielles. La route départementale 212 est fermée à la circulation pour permettre l'intervention des secours entre Ribaute et Fabrezan. On va retrouver dans un instant notre équipe qui est sur place, qui suit évidemment l'évolution de ce feu, alors que les flammes progressent toujours. On n'a pas de bilan pour le moment à vous donner. Ce que l'on sait, c'est que d'importants moyens terrestres et aériens sont engagés sur la zone. Les sapeurs-pompiers qui donc démarrent cette lutte contre le feu. Anthony Ferry, un feu violent, la tramontane donc qui serait en cause, qui attise donc les flammes. On peut aussi rappeler cette règle des 30 qui a été largement dépassée dans l'Aude aujourd'hui. Oui, en fait, l'arrêt des 3-30, c'est quoi? C'est une règle que les pompiers, notamment et la sécurité civile, connaissent bien. En fait, ça prend en compte 3 grands critères qui sont importants pour la genèse d'un feu. Tout d'abord, le taux d'humidité dans l'air. Plus il est élevé, évidemment, moins le feu a de chances de se propager. Et donc, on a une limite de 30%. Et là, on est en dessous de ce que on est en dessous, effectivement. Météo France nous indique qu'à 17h à Narbonne, donc dans le département de l'Aude, on était à 23%. Ensuite, deuxième critère, la vitesse du vent. Ici, donc, en l'occurrence, dans cette région, la tramontane, on est bien au-dessus des 30 km par heure, puisqu'on a en pointe 60 km par heure. Et enfin, évidemment, la température. 30 degrés, c'est la limite. On est là aussi, encore une fois, bien au-dessus sur ce troisième et dernier critère, puisque à Narbonne, il fait aujourd'hui et il va encore faire demain 34 degrés à l'ombre. On a donc totalement dépassé cette règle des 3,30. Voilà pourquoi, notamment, les feux peuvent rapidement, facilement se propager. Des critères qui ont été anticipés pour mettre en place aussi donc ce niveau de vigilance rouge dans le département de l'Aude et qui a permis donc de prépositionner ces quelques 300 pompiers dans tout le département. Oui, totalement. Ces 3 critères rentrent effectivement dans l'algorithme qui permet de définir la couleur du département dans la météo des forêts et donc, in fine, d'anticiper effectivement les moyens mis en place, notamment par les pompiers. Mais au cours de l'année et surtout évidemment de la saison estivale, notamment dans ce département de l'Aude, on a aussi des bénévoles du comité communal des feux de forêt qui, tous les jours, même lorsque les massifs sont fermés, arpentent différents secteurs de l'Aude. Je pense par exemple au massif de la Clappe, de Frontfroide, pour voir déjà s'il n'y a pas des personnes qui outrepassent l'interdiction de se rendre dans ces massifs. Aujourd'hui, ils sont évidemment tous fermés, mais malheureusement, il y a des touristes qui s'y rendent parce que soit ils outrepassent cette règle, ou soit ils n'ont pas connaissance de cette interdiction. Et ils peuvent, par un simple jet de mégot, comme ils pourraient le faire chez eux, en ville, déclencher des incendies, ou même tout simplement aussi en réalisant des barbecues dans ces massifs. Et donc c'est pour ça que ces bénévoles sont très importants. Ils appuient le travail des pompiers au cours de l'année. Mais on le voit, malheureusement, ça n'empêche pas le départ de feux. Des feux qui, on le rappelle, un 9 sur 10 sont d'origine humaine, alors volontaire ou involontaire, évidemment. Et cet incendie qui intervient après un autre incendie très violent dans l'Aude, plusieurs autres incendies d'ailleurs très violents dans l'Aude, vous vous en souvenez peut-être, c'était le 29 juin, 400 hectares avaient brûlé dans ce département. Les feux avaient finalement été fixés, mais on se souvient également des dégâts dans ce département.
département, les Bouches-du-Rhône aussi régulièrement touchés par ces feux de forêt. Et donc aujourd'hui, cette commune, ce secteur de Ribaute, touché par ces violentes flammes que vous voyez sur ces images qui nous parviennent au fur et à mesure à La Grasse dans l'Aude, avec d'importants moyens terrestres et aériens qui sont mobilisés. Le feu a pris en milieu d'après-midi et se propage donc actuellement avec des habitants, on l'a entendu il y a un instant, très inquiets de la progression des flammes sur la zone, alors que le département a été placé en vigilance rouge incendie depuis ce matin en raison du risque très élevé de feux de forêt qui est en cours dans la zone, et d'ailleurs sur la vigilance est de mise sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, puisque 9 autres départements se trouvaient en vigilance orange aux feux de forêt. Anthony Ferry, pour revenir un peu sur la topologie des lieux, ce qu'on voit sur ces images de ce feu qui a pris donc il y a quelques dizaines de minutes, on voit donc un massif forestier, une colline au fond, il y a ce champ en premier plan très sec qui vient d'être visiblement labouré. Ce sont des conditions aussi qui permettent peut-être une extension du feu. Là, on voit vraiment que c'est très très sec sur le... Alors oui, alors tout d'abord, l'Aude possède des massifs qui sont des massifs calcaires. Le calcaire, c'est une roche qui retient très mal la pluie parce qu'elle est très poreuse. Donc même lorsqu'il pleut, en l'occurrence malheureusement ce n'est pas le cas depuis des mois, eh bien cette roche ne retient pas cette eau. Et nous avons donc sur ces massifs, on le voit très bien ici à l'image, des végétaux qui sont de type des pins. Et ces pins produisent notamment une substance qu'on appelle la résine qui est extrêmement inflammable. Donc ajouter à cela la sécheresse que l'on connaît, eh bien malheureusement ce sont ces massifs calcaires à végétation méditerranéenne, des endroits qui peuvent très facilement brûler, notamment lorsque l'on a une sécheresse effectivement que l'on connaît maintenant depuis plusieurs mois. Alors on a effectivement un champ labouré ici en premier plan sur l'image. Cela pourrait permettre aux pompiers d'avoir une certaine zone d'attaque, puisque ce champ, eh bien, il n'y a pas de végétation dessus, c'est vraiment de la terre presque battue. Et donc ça permettrait peut-être aux pompiers de se rapprocher au plus près des flammes pour pouvoir agir. Merci Anthony, vous restez avec nous. On va rejoindre Thierry Lacombe. Bonjour et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le président de la protection civile de l'Aude. On voit ces flammes, ce panache de fumée important. Quelles sont les informations dont vous disposez sur l'ampleur de cet incendie qui est en cours dans le département ? Les informations qui sont communiquées par bien sûr la préfecture, beaucoup de moyens sont sur place. Les conditions météo sont très difficiles, comme on peut le voir sur les images que vous retransmettez. Du vent, de forte chaleur et du monde mobilisé. On a eu l'occasion de contacter la mairie de Ribaute et probablement des personnes qui devront être peut-être déplacées de leur lieu de domicile pour être mises à l'abri. Encore, il faut laisser le soin aux autorités préfectorales et aux sapeurs-pompiers de l'Aude de s'exprimer sur le sujet. Quel serait le rôle de la protection civile sur ce type d'incendie, justement, vous qui êtes dans l'Aude, comment est-ce que vous allez pouvoir intervenir ? Comme les fois précédentes, puisqu'on a été très sollicité ces dernières semaines, soutien aux populations, pouvoir amener les moyens nécessaires pour pouvoir héberger dans des centres d'hébergement d'urgence les personnes qui ont été déplacées, mises à l'abri par les autorités, en leur fournissant les moyens pour dormir, des lits, kits d'hygiène, kits d'hébergement, et assurer avec les autorités municipales la réception de toutes les personnes que l'on récupère sur les lieux qui ont été prévus à cet effet. Justement, j'évoquais il y a un instant ces précédents incendies qui se sont déclarés le 29 juin dans votre département. Vous aviez été sollicité à ce moment-là. Racontez-nous votre souvenir le plus marquant de cet épisode. La dernière fois où nous avons eu l'occasion d'intervenir de façon massive, c'était au centre parc des Expos de Narbonne, où on a recueilli environ 250 personnes qui avaient été hébergées lors des forts feux que nous avions subis sur la commune de Narbonne et qui avaient été mises en sécurité à la fois évacuées d'autoroutes et des maisons et des villages qui étaient touchés. Donc c'était un sinistre ampleur, oui.
Quand le feu a pris tout à l'heure, notre reporter était sur place avec une habitante qui était affolée évidemment. Elle ne doit pas être la seule actuellement en attendant de recevoir des consignes plus directes des sapeurs-pompiers sur place. Quelles sont les règles qu'il faut respecter ? Pour tous ceux qui sont dans le secteur, de laisser passer les secours, de les laisser travailler, de se mettre à l'abri et puis d'éviter d'encombrer les lignes téléphoniques pour que les secours puissent être contactés et ensuite écouter les actualités pour savoir les informations qui sont à suivre et éventuellement se rapprocher de la mairie. On savait que le département était en vigilance élevée aujourd'hui, placé en rouge pour risque de feu de forêt. Cette prévention, vous y participez activement tous les jours sur le terrain. Est-ce que vous sentez que les habitants, les touristes sont réceptifs au regard de ces feux qui se multiplient depuis le début de l'été un peu partout dans le sud de la France ? De plus en plus. Il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui font de la prévention et qui font également des interventions sur les incendies. Et oui, les gens sont de plus en plus soucieux de cet impact-là sur l'environnement et également des feux qui nous frappent et surtout des impacts que ça crée à la fois au niveau environnemental et au niveau économique sur la zone et sur le département, et y compris sur le littoral, puisque le littoral est étendu jusqu'à la région de Marseille, qui sont très impactés par les feux également. Alors on va revoir le tweet du préfet de l'Aude qui a donc sectorisé cet incendie entre la Ribaute et Saint-Laurent de la Cabrerie. De gros moyens terrestres, vous le disiez également, et aériens sont engagés avec la fermeture également de cette départementale, la D212, entre Ribaute et Fabrezan, pour permettre, on le disait donc, au secours d'intervenir. Le préfet qui appelle à la prudence. 1, il faut éviter le secteur. 2, ne pas surcharger les lignes d'urgence inutilement. Et 3, donc, rester informé par les sources officielles. Les sources officielles, ce sont évidemment les canaux donc, du préfet, de la municipalité ou encore les médias, vous le disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Vous avez résumé la situation et surtout la conduite à tenir pour les gens qui sont dans le secteur. J'aimerais que vous nous expliquiez, Thierry Lacombe, comment justement vous vous organisez pour mettre en place cette coopération entre la sécurité civile et les sapeurs-pompiers, une coopération qui évidemment prend encore davantage d'importance dans ces moments précis de crise où des feux d'importance se déclarent. La protection civile, en tant qu'association, se met à la disposition des autorités préfectorales et des services d'incendie de secours. Et nous sommes là pour compléter le dispositif des sapeurs-pompiers, pour leur libérer du temps parce qu'ils ont une mission qui est la plus difficile, c'est combattre le feu. Et nous sommes là, nous, pour les aider dans la mise à disposition et dans le secours aux populations. C'est bien deux choses distinctes. On s'occupe des personnes qui ont été déplacées ou qui ont été impactées par le feu et on laisse les autres missions aux sapeurs-pompiers et aux forces de l'ordre pour régler les choses sur place. Chacun sait très clairement ce qu'il a à faire. Quels sont les moyens, vous, que vous avez engagés du côté de la sécurité civile en termes d'hommes, en termes peut-être de matériel également à disposition ? On a la chance d'avoir sur l'Aude un lot fédéral de la protection civile, donc de la Fédération de la protection civile au niveau national, qui permet de pouvoir aller sur place et aller jusqu'à 400 ou 500 personnes à héberger avec le matériel nécessaire. Et tout ça, c'est basé sur le département de l'Aude à Narbonne. Voilà. Anthony Ferry, vous êtes toujours avec nous en plateau. On rappelle donc cet incendie qui est en cours dans le secteur de Ribaute. C'est dans l'Aude avec ce panache de fumée impressionnant qui est visible également depuis l'autoroute 9 au niveau de Narbonne. C'est vrai que les flammes, les fumées prennent tout de suite beaucoup d'ampleur. Oui, alors tout dépend évidemment du combustible qui brûle. Alors ici, en l'occurrence, la végétation semble assez dense. Ce sont vraiment des grands pins. C'est en fait une végétation typique de ce que l'on peut connaître en Méditerranée. Mais effectivement, attisée par les flammes, par les vents, à 60 km/h la tramontane, et bien tout de suite, ça dégage ces très importants panaches que l'on voit qui contiennent notamment des gaz toxiques, on le rappelle, le monoxyde de carbone, le dioxyde aussi de carbone, qui peuvent être dangereux lorsqu'ils sont inhalés. Il est donc important de ne pas rester proche
de ces panaches de fumée et évidemment aussi éviter donc d'encombrer le travail des pompiers lorsqu'on se trouve dans cette zone qui est concernée ce soir par un feu assez virulent. Thierry Lascamp, vous êtes toujours avec nous, hein, on le voyait, donc tous les éléments sont malheureusement réunis aujourd'hui pour générer ce feu, alors que même tout cela avait été anticipé par cette vigilance rouge. Ben oui, on a beau prévoir beaucoup de choses et après, quand on est sur le terrain, les choses, on voit qu'elles sont compliquées. Et heureusement qu'il y a de la prévention, heureusement qu'il y a des mobilisations sur place et aux alentours pour intervenir rapidement. C'est ce que font les pompiers au quotidien. Donc heureusement que c'était prévu parce que sinon il y aurait peut-être moins de secours présents sur place aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de personnes sur place, y compris des moyens, je crois, aériens. Donc c'est peut-être une chance aujourd'hui pour que ça puisse être stoppé ou limité le plus rapidement possible. Parce que c'est ça la doctrine des sapeurs-pompiers en France, c'est d'agir le plus vite et le plus fort possible dès qu'on voit un petit départ de feu. C'est l'idéal, quand on est présent, de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Je crois que les sapeurs-pompiers pourront vous en parler mieux que moi. Voilà. Au regard, malgré tout, de votre expérience, est-ce que les images que vous voyez, la situation de la situation dont vous avez connaissance et les infos qui nous parviennent, est-ce que la situation vous inspire de l'inquiétude ce soir ? Vous savez, quand on voit l'ampleur le panache de fumée et les flammes, on peut effectivement qu'être inquiet. Après, les autorités s'exprimeront sur le sujet tout à l'heure et vous donneront des renseignements fiables et surtout instantanés par rapport à ce qu'ils ont déjà entrepris. Voilà. On attend évidemment les nouvelles informations de la préfecture sur l'évolution de ce feu. Ce qu'on sait, c'est que la route départementale 212 qui passe à proximité du lieu de cet incendie a été fermée à la circulation routière entre Lagrasse et Ribaude. Vous voyez ces images en direct qui nous parviennent du secteur et toujours ces flammes importantes qui sont en cours. Encore un mot, monsieur, merci de rester en ligne avec nous. Est-ce que on parlait des moyens il y a un instant, est-ce que les moyens sont suffisamment dotés aujourd'hui pour faire face? On parlait aussi un petit peu plus tôt de la nécessité d'anticiper, d'investir aussi parce qu'on voit que ces catastrophes se multiplient d'année en année. Est-ce que le département de l'Aude est suffisamment doté selon vous? Peut-être, je crois que c'est une réponse qui devra vous être donnée par à la fois la préfecture et les responsables du SDIS, mais en tout cas, le département de l'Aude fait tous les ans de gros efforts pour s'équiper et moderniser son équipement, comme tous les départements, parce qu'on sait que la lutte contre l'incendie est une priorité pour un département qui est très boisé. Et quand on voit les nombreux milliers d'hectares qui ont été touchés depuis le mois de juin, effectivement, ça mérite que des efforts soient portés sur le sujet. Des efforts que vous demandez depuis longtemps. Comment est-ce que vous analysez, vous, l'évolution sur le terrain? Concrètement, on sait les ravages que fait le réchauffement climatique, mais vous observez vraiment une progression ces dernières années de ces feux de forêt? On a été plus ou moins touchés les dernières années, mais on se rend compte qu'au niveau national, les feux de forêt touchent tout le département sans exception. Et c'est une lutte au niveau national qui doit être menée. Donc c'est pas réservé uniquement à l'Aude. Je crois que tous les départements sont touchés. Donc c'est un effort collectif qui doit être fait. Et je crois que par rapport à ça, le gouvernement fait également le nécessaire pour que des moyens importants soient mis en place, achetés sur du court terme et sur du moyen terme. Voilà. Ça représente combien de personnes, d'ailleurs, à la sécurité civile de l'Aude? La protection civile de l'Aude, c'est 120 personnes. 120 personnes déployées donc dans le département et notamment dans ces moments de forte crise. Anthony Ferry, vous êtes toujours avec nous en plateau alors qu'on voit ces images toujours en direct de ce panache de fumée, peut-être un peu moins intense qu'il y a quelques minutes. Malgré tout, la situation est à prendre très au sérieux ce soir.
Oui, la situation, effectivement, est à surveiller. Alors, il semble moins intense parce qu'il semble aussi avoir changé de couleur. Là, le panache est plutôt blanc, ce qui laisse penser à un combustible qui aurait pu, évidemment, changer. Alors, il faut rester aussi très prudent puisque Météo France l'a indiqué tout à l'heure, le vent ne va pas encore faiblir. À minuit, ce soir, il sera encore à une 50aine de kilomètres par heure. Donc, ça risque, malheureusement, de rendre encore plus difficile le travail des pompiers. D'autant plus que vers 21h30, 22h, les moyens aériens, s'ils sont déployés, les Canadair, les Dash, ils ne pourront plus circuler, ils seront totalement cloués au sol. Les hommes attaqueront donc le feu par le sol et ce vent va malheureusement leur rendre la tâche bien compliquée ce soir dans ce département de l'Aude. Thierry Lascombe, on voit donc ces images. En effet, la situation est à surveiller encore de très très près à l'approche de la soirée, donc avec ces conditions météo qui ne vont pas s'améliorer. Écoutez, je vois ça. J'espère que dans la soirée, ça va se calmer et que les choses vont pouvoir rentrer un peu plus dans l'ordre. Puis ça va être compliqué. Vos agents restent donc pleinement mobilisés. Vous restez, en service avec l'ensemble des hommes de la protection civile de l'Aude ? Oui, tout à fait. On reste à disposition de la préfecture, de la municipalité, des municipalités qui seront impactées par le feu et bien sûr des sapeurs-pompiers. Anthony Ferry, on sait que la vague de chaleur va remonter au fil de la semaine sur la France. Ça veut dire qu'il va falloir être vigilant un peu partout. On sait aussi que des incendies, il peut y en avoir en Bretagne. Le sud n'est pas un cas isolé. Non, le pourtour méditerranéen n'est malheureusement plus aujourd'hui une exception. Les flammes peuvent se déclencher, peuvent se propager extrêmement vite sur une grande partie du territoire en raison de quoi ? Tout simplement de la sécheresse des sols qui est à un niveau exceptionnel, notamment sur le sud-ouest du pays et même aussi globalement sur la Vendée, la Charente-Maritime, les Pays de la Loire. Elle est même extrême, je pense, à la Charente-Maritime. Et donc, dans ces zones-là, cela pourrait être fréquent durant cet été, dans les prochains jours, et même à l'avenir, de voir des déclenchements de feu. On a vu il y a encore quelques semaines des incendies se déclarer en Bretagne, une région que l'on pensait à l'abri. La forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, effectivement, on pensait à l'abri de ces catastrophes climatiques. Non, ce n'est pas le cas. La seule zone aujourd'hui qui est potentiellement à l'abri, encore si je puis dire, de ces incendies en raison d'une sécheresse qui est faible, c'est vraiment l'extrême nord-est, l'Alsace, les Vosges, les Ardennes. La sécheresse des sols est faible ici, mais c'est presque la seule zone du territoire où on peut un petit peu souffler, si je puis dire, Fanny. Oui, et pour le moment, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, les Vosges, le Jura avaient été aussi concernés par des incendies. Donc maintenant, ça concerne un peu toutes les forêts, finalement, de l'Hexagone. Il y a 1 an ou 2 ans, effectivement, les Vosges, près d'Épinal, le département des Vosges avait effectivement connu des incendies. Alors cette année, il est à l'abri. Mais avec le changement climatique, les épisodes de pluie seront certes parfois plus intenses, mais bien plus courts dans le temps, ce qui va à long terme favoriser les sécheresses. Et lorsque vous ajoutez à cela des épisodes de canicule qui vont se répéter, s'accentuer, malheureusement, sécheresse et forte chaleur, comme d'ailleurs on le connaît et on va le connaître dans les prochains jours, ce sont 2 facteurs qui favorisent le départ, la propagation et l'entretien des feux. Un incendie qui est donc toujours en cours dans le secteur de Ribaute, dans l'Aude. On le suit en direct sur BFM TV avec de gros moyens terrestres et aériens qui sont engagés. Marie Roux, vous êtes notre envoyée spéciale à proximité du sinistre. Où en est-on ? Les sapeurs-pompiers sont sur zone, sont déployés pour tenter d'y mettre fin ? Oui, effectivement, un important dispositif de sapeurs-pompiers a été déployé sur cette zone qui était déjà considérée comme sensible. Ce que l'on peut vous dire, c'est que tout au long de la journée, 270 pompiers étaient mobilisés, donc mobilisables, et ont pu se retrouver sur ce feu. Avec Margot Sève, on était sur la commune de Saint-Laurent il y a quelques temps, une commune qui a été évacuée par mesure de précaution, car les flammes se sont dirigées très rapidement sur nous. Nous avons sillonné la route et nous nous sommes arrêtés dans ce village à quelques kilomètres de Saint-Laurent. On a rencontré Sandrine. Sandrine, vous êtes très inquiète car votre fils habite du côté de Saint-Laurent. Oui, mon fils habite à Saint-Laurent et ils ont évacué, mais là il est bloqué sur la route, il ne peut pas venir.
Il est bloqué parce que les flammes sont trop dangereuses. Non, parce qu'il y a un barrage et ils ne peuvent pas passer à cause des pompiers. Ils laissent travailler les pompiers, quoi. Oui, parce qu'il faut laisser en tout cas les pompiers circuler sur cette zone, donc il faut laisser les routes libres. Est-ce que vous savez si sa maison a pu être sauvée ou... Oh non, je ne sais pas du tout parce que les portables sont coupés, on n'a plus de nouvelles, quoi. Non, on ne sait pas du tout. Et c'est très compliqué, c'est la première fois que vous voyez un incendie de cette ampleur ? Oui, c'est la première fois, oui. Et ça fait vraiment très très peur, ouais. Oui, c'est la première fois. Vous me disiez il y a une heure à peine, vous voyez les flammes. Des flammes, oui. On voyait des flammes il y a une heure. Pas très loin, à vol d'oiseau, il y a quoi ? Il y a 100 mètres, même pas. Des flammes qui pour l'instant ont l'air de s'être calmées, le vent a l'air d'être un peu plus faible que tout à l'heure, mais pour l'heure, les pompiers restent mobilisés. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que ils sont sur place, sur zone, ils veillent à ce que aucun automobiliste ne rentre du côté de Saint-Laurent. Impossible de traverser le village à présent, ils sont en train de quadriller le chemin, laisser la place au secours de circuler. Et puis pour les habitants qui voient ça comme Sandrine, c'est inquiétant. On ne sait pas trop quoi faire. Comment ça se passe ? Vous étiez inquiète de ne pas avoir de nouvelles de votre fils tout à l'heure ? Parce qu'il était là, mais on l'a appelé qu'il aille récupérer ses chiens parce qu'il avait les chiens dans la propriété. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Voilà. Je ne sais pas. On est très inquiets. Oui, récupérer les animaux. On a rencontré aussi avec Margot tout à l'heure des personnes qui évacuaient près avec des chevaux qui essayaient de sauver au fur et à mesure. Il y avait aussi ce qu'on appelle un refuge pour chiens qui lui était en train d'être évacué au moment où on a quitté la commune de Saint-Laurent. En tout cas, ce que l'on peut vous dire, c'est que les flammes sont allées très vite, trop vite, au point où quand on est arrivé, les pompiers n'étaient même pas encore sur zone. Ils sont arrivés très vite après et ont pris l'incendie en cours. Ce qu'il y a aussi important de vous dire, c'est qu'il y a des moyens aériens mobilisés, 2 Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui ont commencé à arroser toutes les zones et tous les feux concernés, car ce qui est important, c'est que les moyens aériens peuvent intervenir que quand il fait jour. Donc c'est la course contre la montre jusqu'à la soirée, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. En tout cas, pour l'instant, les pompiers